Bonjour à tous et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Preds. La bête de Smashville n'a pas été si bestiale que ça pendant les séries éliminatoires, mais ils ont connu une saison régulière qui a été une saison vraiment extraordinaire pour plusieurs joueurs parce que ça a été une puissance offensive intéressante avec entre autres la révélation d'un jeune gardien de but qui a été solide. Mais malheureusement, une fois arrivé en séries éliminatoires, cette grande puissance offensive-là, c'est pas mal éteinte, sauf peut-être Matt Duchene qui a connu des bonnes séries à littéralement un point par match. Mais on n'avait pas, entre autres, Saros. Et ça, c'est sûr que étant ton gardien de but partant, c'était un problème. Ajoutez à ça que Ingram, qui avait pratiquement pas gardé les buts en saison régulière, a gardé 4 matchs en série. 3 matchs en saison régulière, 4 matchs en série, sinon il jouait dans la Ligue américaine. Fait que c'est sûr que c'était pas évident pour les Prédateurs de Nashville. Malheureusement, les Prédateurs de Nashville, c'est une organisation qui, on dirait que année après année, présente pas beaucoup de caractère en séries éliminatoires. Puis, entre autres, l'année passée, ça a été un peu la situation. Mais il en reste pas moins qu'il y a plusieurs joueurs qui ont connu des très bonnes saisons. Ça a été très difficile pour le gardien de but vétéran David Reddick. Dans le cas de David Reddick, mais, il n'est pas de retour en fait cette année. 17 matchs, 3,57, 886. Là, on se fait un petit plaisir au niveau statistique. Prenez pas ça en considération. Il n'a pas fait le match au complet. Mais c'est quand même très drôle de sortir ce genre de statistiques-là. Un match en séries éliminatoires, une moyenne de 19,91 buts accordés et une efficacité de 615. Faut juste comprendre qu'il n'a pas fait le match au complet, OK? Mais il reste que je trouve ça drôle. Accorder 19 buts en moyenne, ouch! Mais ça n'a pas été facile pour ce qui est de David Reddick. Par contre, pour ce qui est de Sarah, ça a été quand même une très bonne saison. Pour ce qui est d'Ingram, ça a été mieux en séries éliminatoires que ça a été en saison régulière, mais quand même, c'est pas un gardien de but encore qui est prêt pour être partant dans la LNH, ça c'est sûr et certain. Alors, au niveau de l'état-major, on ne change pas. On est conservateur du côté de Nashville. On a John Hines qui revient comme entraîneur-chef. David Poile. Je suis prêt à parier que ce gars-là a été embauché par les Preds, puis il y en a plusieurs parmi vous qui n'étaient même pas au monde. 1997, David Poile était engagé par les Prédateurs de Nashville et il est là depuis. Combien de Coupes Stanley? Ouais, c'est ça. Fait que, bref, est-ce que c'était vraiment la bonne façon de faire? Je ne sais pas, mais il en reste pas moins qu'il y a des jeunes qui sont des jeunes intéressants du côté des Prédateurs de Nashville. Faut-il encore qu'on crée un esprit de corps, puis bon, tout ça avec une bonne volonté. Pour la saison 2020-2021, les Prédateurs de Nashville, c'est 31 victoires, 23 défaites, 2 défaites en prolongation pour 64 points. Donc une bonne saison, on se rappelle, c'est une saison écourtée de 56 matchs. C'était une bonne saison pour les Prédateurs de Nashville en 2020-21. Pour ce qui est de la saison 2021-22, cette fois-ci, on parle de 45 victoires, 30 défaites et 7 défaites en prolongation. Donc 45 victoires pour 37 défaites totales. C'est quand même bon, on s'entend. 97 points. Fait qu'on a connu une bonne saison régulière de manière générale et entre autres une bonne moyenne de buts marqués. 3,20, c'est quand même une très bonne moyenne de buts marqués. Pas une des meilleures de la ligue, mais une bonne. À 3,05 en termes de moyenne de buts encaissés, on est peut-être un petit peu moins solide défensivement. 24,4% en termes d'efficacité en avantage numérique. C'est le 6e avantage numérique de la LNH, ce qui est très bien. Et un désavantage à 79,2, c'est correct sans plus. On a terminé 8e au niveau de la conférence de l'Ouest et 16e total dans la Ligue nationale. Et on s'est fait éliminer en première ronde. Mais on s'est fait laver en première ronde. L'Avalanche du Colorado était une équipe qui était clairement beaucoup plus dominante que les Prédateurs de Nashville. Alors ça, même malgré le fait que Saros n'était pas là, l'Avalanche était clairement une équipe qui était plus dominante. Alors, même si Saros aurait été là, il aurait peut-être volé un match ou deux, mais cette équipe-là ne passait pas l'Avalanche du Colorado, c'est sûr et certain. Le meilleur en termes de buts, étonnamment, pour ceux qui ont peut-être un petit peu de haine ou de colère à l'égard du joueur, Matt Duchene, 43 buts l'année passée. Très bonne saison offensive pour ce qui est de Matt Duchene. C'est un gars qui s'est cherché beaucoup, entre autres avec les Prédateurs de Nashville. Donc, nous, on le voulait essentiellement comme étant un joueur de centre à Nashville. Finalement, il s'avère que le gars, il joue un peu partout. Il joue sur les deux ailes, il joue au centre. Et là, on a peut-être trouvé le moyen de bien faire fitter tout ça, c'est-à-dire qu'on le fait jouer à l'aile. Donc, on peut l'utiliser entre autres à l'aile. 86 points l'année passée pour Matt Duchene. Une excellente saison pour le joueur de guitar. Roman Jussi aura été le meilleur pointeur de l'organisation. 96 points pour Roman Jussi. Boom! Quelle saison offensive pour lui. Quand ton défenseur est ton meilleur pointeur puis qu'il y a des statistiques comme 96 points en 80 matchs, t'as pas à te plaindre. Je pense que tu peux pas y en demander bien plus que ça. Il a fait
le maximum qu'il pouvait faire pour l'organisation. Ça a été évidemment le meilleur défenseur à caractère offensif de l'organisation. 80 matchs, 96 points, plus 13 en termes de différentiel. Alors ici, en fait, ce qu'on a, c'est les 3 espoirs à la coupe.ca. Mais là, je tiens à vous mettre en garde. Les Prédateurs de Nashville est une organisation qui a déjà des jeunes au niveau de leur formation, qui ont déjà de l'expérience professionnelle. C'est pas nécessairement des joueurs qui vont percer l'alignement cette année. C'est peut-être les joueurs qui sont les plus proches de percer l'alignement au niveau LNH, mais ce n'est pas nécessairement ceux qui vont percer cette année, parce que tu as des gars déjà qui sont relativement jeunes. Donc, on a entre autres, c'était qui? Je pense que c'était Janot qui avait sa première saison l'année passée. En tout cas, assurément, Thomas Sino était à sa première saison. Tanner Janot était à sa première saison. Carrier aussi en défensive, c'était sa première saison au niveau LNH, même s'il est à la mi-vingtaine. Fait que bref, il y a déjà des jeunes dans l'organisation. Ceux-là ici, c'est des jeunes qui sont intéressants, mais on verra probablement pas LNH cette année. On va commencer avec Juuso Parsinen. C'est un joueur de centre ailier gauche. Ironiquement, il est listé attaquant. Fait que bref, j'assume que tu peux l'utiliser un peu partout, mais idéalement, ça va être ailier gauche ou centre dans son cas à lui. C'est un joueur de 21 ans qui a joué au niveau de la Ligue A l'année passée. En 41 matchs, il a 9 buts, 23 passes et 32 points. Alors, selon notre chroniqueur du alacoupe.ca, Anthony Saint-Amand, il est défini comme étant un joueur polyvalent qui a connu 2 très bonnes saisons au niveau de la Ligue A et c'est un joueur à gros gabarit, 6 pieds 3, 212 livres. Dans son cas à lui, probablement qu'on essaierait de le faire jouer sur une patinoire nord-américaine, peut-être plus dans la Ligue américaine, mais c'est à confirmer. Par la suite, on a le gardien de but Yaroslav Askarov, un gardien de but de 20 ans qui, lui, a évolué au niveau de la KHL l'année passée, mais il a joué aussi dans le club école d'ailleurs du SKA. Je vais flasher mon jersey, le SKA de Saint-Pétersbourg. En tout cas, bref. Donc, il a joué pour le club école du SKA de Saint-Pétersbourg, en plus d'avoir joué pour le SKA de Saint-Pétersbourg dans la KHL. Mais pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins les traditions au niveau de la KHL, c'est une ligue qui prévoit pas vraiment le développement. On va dire ça comme ça. Donc, on privilégie beaucoup l'expérience. Puis, vu que c'est un jeune gardien dans une équipe qui est forte, il y a moins de possibilités pour lui de pouvoir être mis de l'avant. Donc, 6 matchs au niveau de la KHL l'année passée, 1,81 de moyenne avec 913 d'efficacité. Il me semble que dans le club école, il tournait aux alentours de 901 ou 902 d'efficacité. Fait que c'était quand même pas mauvais. Mais c'est un gardien de but quand même qui est un gardien de but très athlétique, vraiment agile. Il avait connu une bonne saison en 2020-21 dans la KHL alors qu'en 9 matchs, il avait accordé 1,21 buts et une efficacité de 951. Ça ressemble un petit peu à l'efficacité que Igor Shesterkin avait quand il était dans la KHL. Mais Shesterkin avait plus de matchs, puis ça a été sur plusieurs saisons. Fait qu'on peut pas vraiment faire la comparaison, mais pour vous donner une idée, il a connu une bonne saison pour ce qui est de la saison 2020-21. C'est un gardien de but qui devrait, en tout cas à ce que j'en sais, je crois qu'il retourne en KHL, donc je pense pas qu'il va jouer au niveau de nord-américain cette année. Par la suite, on a Joachim Kemmel, un ailier gauche-ish, ailier droite de 18 ans qui a évolué au niveau de la Ligue A l'année passée. En 39 matchs, il a 15 buts, 8 passes pour 23 points. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un jeune joueur de 18 ans qui a été nommé la recrue de l'année au niveau de la Ligue A. Il y a fort à parier qu'on ne le verra pas jouer au niveau LNH cette année, mais il n'en reste pas moins que c'est un gars qui est intéressant à suivre. Possible qu'on lui demande de jouer sur une patinoire nord-américaine dans la Ligue américaine pour la saison 2022-23. Alors, dans son cas, à lui, on parle de un des meilleurs marqueurs. Je pense même, si je ne fais pas erreur, je pense que c'était le meilleur marqueur de les moins de 18 ans dans la Ligue A. Donc, dans sa tranche d'âge, c'était lui qui avait le plus de points. C'est un joueur qui est considéré comme étant unidimensionnel offensif et c'est également un très bon marqueur de but. Alors, ce que j'ai ici, en fait, c'est un alignement qui est proposé, qui ne va pas intégrer aucun jeune espoir. Comme je vous ai mentionné, il y a déjà des jeunes dans l'organisation. On n'a pas vraiment besoin d'en intégrer des nouveaux. Puis c'est pas nécessairement la banque d'espoir la plus solide de la ligue qu'on a à Nashville. Fait qu'il n'y a pas de presse. On va continuer avec les gars qu'on a là. On a fait quelques acquisitions. Une qui est intéressante va être celle de Nino Niederreiter, qui lui nous arrive des Hurricanes de la Caroline. Mais sinon, on a acquis aussi Sanford, Jankowski, McDonough. McDonough, ça peut être intéressant aussi au niveau du leadership puis le style de jeu plus défensif dans son cas à lui. Lankinen qui lui, ça a été une saison en dents de scie avec les Hawks de Chicago. Fait que c'est une acquisition peut-être mieux que ce que Riddick nous avait donné l'année passée, mais qui est loin d'être sécuritaire.
On va dire ça comme ça. Alors là, ça ici, c'est un alignement que je vous propose. C'est pas un alignement qui est basé à 100% sur les vraies lignes. On va s'entendre, j'ai quand même regardé c'était quoi la première ligne la plus utilisée l'année passée. Puis c'était celle que je vous propose ici. Mais quand même, elle était suivie de proche d'une autre ligne. Fait que bref, c'est pas à 100% ce qui étaient les trios de l'année passée. Mais c'est quelque chose que je vous propose que je pense qui peut être intéressant. Alors, en termes de première ligne, je pense pas vraiment que vous avez de questions à vous poser. C'est vraiment Forsberg qui va être ton allié gauche numéro 1. 84 points en 69 matchs l'année passée. Ce gars-là, c'est une machine offensive pour l'organisation des Prédateurs de Nashville. Fait que longtemps, les Prédateurs de Nashville avaient de la difficulté à avoir des attaquants qui étaient très prolifiques. Et Forsberg a amené cette dimension-là qui était une dimension plus portée vers l'attaque. Et ça l'aide la production d'un gars comme Roman Jussi, d'avoir un gars qui est naturellement plus offensif. Qu'on fait jouer ici avec Granlund, 64 points en 80 matchs l'année passée, et Matt Duchene, 86 points en 78 matchs l'année passée. Dans le cas de Granlund, ben, c'était assez partagé, parce que l'année passée, on l'a utilisé souvent sur la première ligne avec Forsberg et Duchene, mais on a aussi beaucoup utilisé Ryan Johansson sur la première ligne avec Forsberg et Duchene. Fait que c'était un peu touché, puis le ratio points par match est sensiblement le même, parce que Ryan Johansson, c'est 63 points en 79 matchs versus 64 points en 80 matchs pour Granlund. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est en soi discutable, mais c'était la ligne qui avait été utilisée la plus fréquemment dans les lignes offensives des Prédateurs de Nashville pour la saison 2021-2022, celle de Forsberg, Granlund et Duchene. Fait que j'ai retourné avec une ligne de gars qui se connaissent puis qui ont eu du succès par le passé. Parce que vous remarquez, les noms qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus à Nashville. Ceux qui sont en rouge, c'est des gars qu'on a acquis pendant la saison morte. Et il y a beaucoup de bleus, très peu de rouges qui sont importants. Donc bref, les gars se connaissent beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bon pour la chimie, pour la cohésion de groupe. Alors, on va essayer de garder cette dynamique-là qui existait déjà. Ensuite de ça, en termes de deuxième ligne, j'y vais avec Tolvainen. C'est 23 points en 75 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, sa progression, elle est peut-être un peu trop lente à notre goût. On aimerait que ce gars-là se développe plus rapidement que ça. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il arrive à la mi-vingtaine. Fait que c'est un jeune qui a un gros potentiel offensif, mais qui pour l'instant a de la difficulté à l'asseoir au niveau de la LNH. On espère que ça va venir pour la saison prochaine. Qu'on fait jouer avec Ryan Johansson, le joueur de centre d'expérience, 63 points en 79 matchs l'année passée. Un joueur qui est capable de vous provoquer de l'attaque, puis ça, je pense que c'est intéressant. Et le nouvel arrivé, c'est Nino Niederreiter, 44 points en 75 matchs l'année passée. Dans le cas de Niederreiter, lui, il joue avec les Hurricanes de la Caroline. Ça l'a bien été l'année passée. C'est un joueur qui est capable d'être responsable dans à peu près toutes les zones, mais c'est un gars qui peut vous amener une certaine dimension offensive. Fait que le fait de le faire jouer avec un jeune qui théoriquement est censé se porter plus à l'attaque, Ryan Johansson qui est un joueur de centre qui est capable de se porter à l'attaque, ben ça devient intéressant de l'utiliser dans ce genre de situation-là. Maintenant, c'est à savoir est-ce qu'il va être capable de s'adapter au style de jeu des Preds, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il va bien s'entendre avec ces gars-là, je ne sais pas. Mais je pense que sur papier, ça serait intéressant d'utiliser ça comme ça. En termes de troisième ligne, j'y vais avec Janot, 41 points en 81 matchs. Dans son cas, à lui, c'était une première saison au niveau de la LNH et on peut dire une bonne première saison au niveau de la LNH. En termes de production offensive, quand tu as 41 points à ta première saison, je pense que tu n'as pas de quoi être gêné en tant que tel. Fait il a connu une bonne première saison à LNH et je le fais jouer avec Tomasino. Lui aussi, première saison à LNH l'année passée. On parle de 32 points à 76 matchs, quand même pas mauvais non plus dans son cas à lui. Fait on a deux jeunes qui vont jouer avec Sisson, c'est 28 points à 79 matchs. Un gars qui joue peut-être un petit peu plus reculé dans son cas à lui, mais d'avoir deux plus jeunes avec un gars qui a un petit peu plus d'expérience, je pense que c'est intéressant. C'est des gars qui sont là pour créer plus de l'attaque dans le cas des deux jeunes. Fait que ça pourrait avoir trois attaques qui seraient dynamiques. Ce qui fait qu'on néglige un peu Trenin. Trenin, c'est un joueur qui est de caractère offensif, mais qui est peut-être pas suffisamment régulier pour la LNH. Ou du moins, peut-être pas suffisamment constant dans ses performances. Fait que 24 points en 80 matchs l'année passée, ce qui est une saison correcte, qu'on fait jouer avec Cody Glass, 8 matchs l'année passée. Malheureusement, Cody Glass, c'était un jeune espoir qu'on avait beaucoup d'attentes à Vegas pour Cody Glass. Puis, blessure. Il est fragile. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est un joueur qu'on a repêché haut. Et c'est parce qu'on s'attendait à ce qu'il apporte quand même pas mal au niveau de la production. Et ça n'a pas été nécessairement le cas. Est-ce qu'il va être en santé cette année? On y souhaite. C'est 8 matchs l'année passée, un seul point, mais
C'est pas très représentatif. C'est un gars qui avait bien fait au niveau junior, au niveau de la production offensive. Et par la suite, on le fait jouer avec Sanford. Lui, il nous arrive de Winnipeg, 21 points en 80 matchs l'année passée. En termes de scratch, j'y vais avec Michael McCarron, qu'on connaît bien à Montréal. Un gros joueur de centre-ish L qui est pas excellent dans quoi que ce soit, mais qui est imposant. Et Jankowski. Jankowski, lui, nous arrive de Buffalo. Mettons au niveau des paires de défenseurs, je pense que c'est peut-être là où on a une force plus intéressante du côté des Prédateurs de Nashville parce que franchement, quand dans ton top 4, tu as UC et Combs, c'est que tu pars bien ton top 4. On a Roman UC qui est assurément ton premier défenseur gauche, il n'y a pas de question à vous en voir là-dessus. 96 points en 80 matchs l'année passée, une excellente saison pour lui. Il a été considéré aussi pour le Trophy Norris, donc ça a été une très très bonne saison, sauf que le problème c'est que c'est ça, quand ton attaque vient majoritairement de ta défensive, ça devient plus difficile rendu en séries éliminatoires parce que c'est plus serré. Fait que tes défenseurs ont moins d'espace pour bouger. Donc bref, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'on souhaite. On souhaite probablement plus que notre première ligne soit vraiment très performante indépendamment de. Mais il en reste pas moins que Roman UC, 96 points en 80 matchs. Excellente saison. On fait jouer avec le jeune Fabro, 24 points en 66 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, on parle quand même d'une bonne progression. C'est intéressant ce qu'on voit avec lui. Puis on lui donne de plus en plus de responsabilités à Nashville. Donc, de plus en plus, il devient important pour l'organisation et c'est malgré son jeune âge. Fait que c'est assez intéressant ce qui se passe avec lui. Puis il a beaucoup été utilisé avec UC l'année passée. Fait que j'assume que c'est un bon mix qu'on les garde les deux ensemble. En termes de deuxième paire, j'y vais avec Acomb, 31 points, 76 matchs l'année passée. Acomb, c'est un défenseur qui est complet. C'est un défenseur qui est capable de bien jouer dans sa zone, qui est capable d'appuyer l'attaque. C'est un gars qui est capable. Il peut jouer autant en désavantage qu'en avantage numérique. Fait que c'est le genre de défenseur que toute équipe souhaite avoir. Mais c'est sûr, vous allez me dire UC aussi, là. Mais UC, c'est un défenseur qui est intelligent, qui est très agile, rapide. Mais qui aime beaucoup, beaucoup se porter à l'attaque, ce qui néglige un peu plus son style de jeu défensif, tandis qu'Acomb est plus responsable dans sa zone. Que je fais jouer avec le jeune Carrier, mais quand je dis jeune, il est mi-20 ans, mais c'était sa première saison LNH complète, puis on parle quand même de 30 points 77 matchs. C'est pas mauvais, là. C'est vraiment pas mauvais. Pour un jeune Québécois, là, on peut être fier parce que c'est une très bonne première saison pour Carrier. Donc, de le faire jouer avec Acomb, je pense qu'il n'y a pas meilleur mentor. Tu veux faire un bon défenseur qui va être responsable, je pense que c'est le meilleur mix qu'on peut avoir. Et en termes de troisième paire, ben là, on a acquis Ryan McDonough. 26 points, 71 matchs l'année passée. Il évoluait avec le Lightning de Tampa Bay. Mais Ryan McDonough, on le connaît comme étant un très bon leader. C'est un gars qui est très responsable dans sa zone. Donc, c'est un gars qui a un bon caractère défensif et beaucoup de leadership. Puis ça, le leadership, on va en avoir de besoin en séries éliminatoires. C'est sûr et certain. Sûr. Mais en plus de le faire jouer avec le jeune Jérémy Lauzon, moi, je trouve ça intéressant parce qu'il peut le prendre sous son aile. Jérémy Lauzon, l'année passée, c'est 7 points en 66 matchs. C'est un défenseur qui, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il nous arrive du Kraken de Seattle, mais il avait été repêché par les Bruins là, ou quelque chose comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est un jeune défenseur qui a un certain potentiel offensif, mais je pense que d'être pris sous son aile par Ryan McDonough serait le meilleur élément pour lui au niveau de son apprentissage. Donc, je pense que ce serait un bon move de le mettre ensemble. Et par la suite, j'y vais avec Scratch Burrowicki, qu'on a beaucoup connu avec les Sénateurs d'Ottawa, un gars qui est un petit peu plus physique et agitateur. Au niveau des gardiens de but, ben là, on prend un certain guess avec notre auxiliaire. On a eu un gardien de but, un jeune gardien de but, qui est UC Saros, qui a connu une saison exceptionnelle l'année passée. Une saison de 67 matchs. C'est rare des jeunes gardiens qui ont autant de matchs que ça. 67 matchs, 2,64 de moyenne, 918 d'efficacité. En 64 matchs, là, 918, c'est très bon en termes d'efficacité. Malheureusement, il n'a pas été là pour ce qui est des séries éliminatoires. Ce qui fait que là, c'était Reddick qui avait la moyenne de fou là, que je vous ai mentionné tantôt, genre 19 points quelque chose, mais il n'a pas gaulé le match complet. Et sinon, c'était surtout Ingram qui a gaulé pendant les séries éliminatoires l'année passée pour les Prédateurs de Nashville. Puis il avait quand même pas mal fait là, en séries éliminatoires dans le cas de Ingram. Par la suite, on a fait l'acquisition pendant la saison morte de Lankinen. Lui, il nous arrive de Chicago. Dans le cas de Lankinen, c'est 32 matchs l'année passée, 3,50, 891. Mais c'est un petit peu méchant de dire ça comme ça overall, parce qu'il a connu des bons matchs quand même, mais c'était en dents de scie du côté de Lankinen. Fait qu'il y a été un bout de temps où les Hawks pensaient qu'il avait trouvé un bon gardien, le mi-vingtaine, puis ouais, on y va avec lui. Puis il y a d'autres moments où il se dit ah non, vraiment pas. T'sais. Fait que je pense que
c'est un gardien de but qui est encore à travailler du côté de Lankinen. Puis ben, les Prédateurs de Nashville semblent croire en lui. Donc à ce moment-là, ben, c'est intéressant d'y donner une chance. Mais assurément, il ne sera pas partant. C'est Saros qui va être partant. Ça, c'est sûr et certain. Et dans le cas de Ingram, ben, lui, c'est 3 matchs en NHL, en LNH. 3,73, 879 d'efficacité. Mais en séries éliminatoires, on parle de 4 matchs, 3,64. 913 d'efficacité. C'est ça que moi je trouve intéressant. Sous pression, il a réussi à avoir une efficacité de 913, ce qui est très respectable. Alors, dans le cas de Ingram, c'est peut-être un gars qui va justement challenger si jamais Lankinen n'est pas assez solide. Ben là, à ce moment-là, il pourrait peut-être challenger. Mais je pense vraiment qu'en début de saison, on va opter pour Saros Lankinen au niveau de la LNH. Ingram, probablement qu'on va le laisser au niveau de la Ligue américaine. Puis éventuellement, si blessure il y a ou si contre-performance récurrente il y a, ça pourrait être intéressant d'utiliser Ingram au niveau LNH puis donner ce genre d'expérience-là. Parce que ça n'a pas de sens qu'un gardien de but qui a gaulé 3 matchs en saison régulière l'année passée, il en gaule 4 pendant les séries éliminatoires. Je veux dire, qu'est-ce que tu demandes à ce gars-là de relever comme genre de défi? Mais il a répondu présent et c'est ça qui est important à retenir pour lui. Alors, Ingram, ben, c'est un projet qui est un projet intéressant à moyen terme, là, à moyen court terme du côté des Prédateurs de Nashville. Tandis que Askarov, là, ça c'est un projet qui est très intéressant pour eux, ou du moins on l'espère, un projet très intéressant pour eux à long terme. FAC, c'est une organisation qui a pas nécessairement changé énormément comparativement à l'année passée. Puis c'est une organisation qu'on connaît comme étant généralement performante en saison régulière. Ça fait quelques années que c'est une équipe qui est performante en saison régulière. Fait que je pense pas qu'avec les moves qu'on a fait, on a rajouté un petit peu d'expérience en McDonough et de leadership. On a rajouté un bon joueur dans les deux sens en Niederreiter. Fait on a une organisation qui est peut-être un petit peu améliorée. Je pense que le départ de Reddick est pas mauvais non plus en termes de gardien. Lankinen, j'ai aucune espèce d'idée comment il va se présenter. Fait que, bref, je pense que cette équipe-là, c'est pas nécessairement énormément améliorée, c'est pas nécessairement non plus beaucoup détériorée. C'est une équipe qui ressemble à peu près à ce qu'elle était l'année passée. Et d'habitude, les Preds, c'est une équipe qui est capable d'être performante en saison régulière. C'est la raison pour laquelle moi je crois que les Prédateurs de Nashville vont être encore performants en saison régulière. Maintenant, à savoir, est-ce que UC va encore connaître une saison de près de 100 points? J'en doute. Ça se peut, mais j'en doute. Est-ce que ça peut être intéressant de donner peut-être un peu moins de matchs à Saros pour que ses statistiques soient encore meilleures que 918? Peut-être. Je doute que certains éléments vont reconnaître encore une aussi excellente saison, surtout au niveau de la production offensive, mais c'est une équipe qui, d'après moi, fait les séries quand même à l'aise là, pour ce qui est de la prochaine année. Alors faites-moi savoir d'après vous où vont terminer les Prédateurs de Nashville. Est-ce que d'après vous c'est une organisation qui est Cup Contender, qui fait les séries, court pour une place ou ben no way, ils font pas les séries pantoute? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. Également, on la partage pour être un maximum de hockey fans à jaser de hockey. C'est toujours plus plaisant quand on est plusieurs. Et puis sinon, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement pour la saison 2022-2023 de la LNH. Un très gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là et on se revoit très prochainement. Bye bye.